Vous avez 46 ans. Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Comment est-ce que vous vous voyez dans 10 ans? Didier Dalmas s'est jeté dans la cour, devant tout le monde. Le message est clair, non? J'ai besoin de tous les documents qui le concernent. Il y a déjà une enquête? La mienne permet d'engager des poursuites au pénal. Il va pas falloir laisser traîner des choses qui pourraient se retourner contre nous, tu comprends? Donc bonjour Nicolas Siol, bonjour Alexandre Saada. Saada. Bonjour. Donc aujourd'hui on est réunis pour parler du film Corporate. Donc, je vais laisser Judith commencer avec la première question. C'est déjà un très beau film, assez fort le sujet. D'ailleurs, comment vous est venue cette envie de traiter de l'entreprise, de traiter de ce sujet-là? Il y a toujours plusieurs raisons pour lesquelles on fait des films. Là, il y a une partie, il y a une raison intime, c'est que mon père est consultant en ressources humaines, en entreprise, donc c'est un sujet dont on parle depuis longtemps ensemble. Il y a ensuite un ancrage dans l'actualité, l'air du temps, puisqu'on a découvert il y a quelques années, notamment à l'occasion des séries de suicides chez France Télécom, ce système de management dit par la terreur qui détruit des vies, détruit des individus. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé moi à m'intéresser à ce sujet, en posant la question, donc pas en s'intéressant aux victimes de système, mais plus en posant la question de la responsabilité de ceux qui le mettent en œuvre, de ceux qui le mettent en pratique. C'est exactement votre parti pris de vouloir suivre le personnage d'Emily Tesson Hansen, qui est RH, et c'est vrai que c'est un parti pris, comme on disait, on n'a pas l'habitude de voir. Quand on pense à ce genre de sujet, on se dit, on pense aux victimes et pas forcément à la place de, par exemple dans le film, la RH. Et donc voilà, et puis en plus c'est par rapport à votre papa aussi, si j'ai bien compris. Absolument, Oui, du coup, ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que finalement le harceleur, à la seconde partie du film, devient le harcelé. Et du coup, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous considérez que du coup, personne, en tant que salarié d'une entreprise, est à l'abri de ce genre de système, finalement, à toutes les échelles? Bah oui, absolument. C'est le propre de ces logiques de management par la terreur, c'est que, comme tu le dis, personne n'est à l'abri, et que celle qui a été le bras armé du système, à partir du moment où il y a un drame qui se produit, c'est elle qui se retrouve dans le collimateur. C'est la technique du fusible, c'est-à-dire qu'à différents échelons, on fait sauter, on désigne des fusibles qui sautent pour mieux protéger le système. Et il y avait une volonté justement, je pense, de par le film, de mettre en avant peut-être les dangers de l'entreprise, de mettre en avant ce système-là. Ouais. Oui, l'idée effectivement c'était de dépeindre le système, mais aussi, surtout, puisque c'est ça qui fait histoire, de montrer comment on peut s'inscrire en rupture avec le système. Parce que quand on parle de système, on renvoie une sorte de fatalité, c'est-à-dire que c'est la faute à personne. Et donc c'est comme ça. Et c'était un peu comme ça sur les suicides de France Télécom, il y avait une sorte de fatalité en disant c'est la faute à personne. Oui, et là, la question qu'essaye de poser le film, c'est celle précisément des responsabilités individuelles, et pour mieux les valoriser. C'est-à-dire que si chacun à son niveau décide de dire non, non, moi je ne joue plus ce rôle-là, je n'accepte plus de mettre de côté mes valeurs, mes ressentis personnels pour épouser ceux de la société, et ça peut faire boule de neige. C'est-à-dire qu'à cet échelon-là, on peut décider de commencer à changer les choses. C'est ce que montre progressivement la deuxième partie du film, c'est qu'à partir du moment où elle s'inscrit en rupture, ça libère la parole. D'ailleurs, c'est un film quand même assez fort, assez engagé, puisque vous mettez en avant le burn-out, la dépression au travail, et on sait qu'actuellement il y a de vives polémiques. Elle n'est toujours pas reconnue comme une maladie professionnelle. Donc c'est quand même, là vous montrez votre parti pris de dire attention, là il y a danger, et peut-être que oui, le burn-out c'est le système, comme vous dites, qui peut... Absolument. C'est de toujours rappeler qu'en fait il s'agit d'individus, il s'agit de gens, de l'humain, et que on peut certainement inventer des méthodes de management qui sont plus attentives aux individus. Et d'ailleurs, sans parler forcément du monde du travail, est-ce que vous pensez que la dépression, ça serait pas au final le mal de notre siècle à nous? Il y en a beaucoup des mots du siècle. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai, on pourrait faire une liste assez longue.
Effectivement, et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout là, et je tiens vraiment ça à le dire, on n'est pas dans un film dépressif. C'est un film qui part d'un constat dur et sombre, mais le parcours que fait le personnage principal, c'est un parcours de libération. Et c'est un parcours qui, in extremis, se révèle positif. Et on voulait le donner en exemple. On ne voulait pas du tout rester sur un constat. Et pour nous, ce personnage d'Émilie, aussi antipathique soit-il en début de film, il est finalement positif. Et on a envie de le donner en exemple. C'est une vraie héroïne. Oui, puis c'est intéressant justement de voir l'aspect, comme vous disiez, c'est pas un film dépressif et on n'est pas face à une fatalité. Parce qu'il y a cet espoir de dire, le système a l'air énorme, mais moi, à ma petite échelle, entre guillemets, quand tout le monde se tourne contre elle, je vais essayer quand même de débloquer ça. Et ça donne, entre guillemets, un axe de solution. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de fataliste. Tout en assumant aussi ses responsabilités, parce qu'elle les assume aussi. Il n'y a pas ce déni de dire c'est la société, c'est le système, le patron qui m'a demandé. Et non, c'est très intéressant. Et en parlant de musique, juste en fait, on a remarqué... Tu es là, toi? Oui, voilà, parlons musique. On a remarqué qu'il y a très peu de musique. C'est un choix. Vous avez fait le choix de mettre très peu de musique, sauf dans les moments les plus dramatiques. Et comment expliquer cette volonté de mettre de côté la musique, mais de la mettre à un moment. Pas trop en avant. Voilà, pas trop en avant, et surtout les moments surtout de la mettre en valeur, forts, parce que elle arrive dans des moments forts du film. On en a beaucoup parlé avec Nicolas, en fait, de quelle place on allait donner, quel sens allait jouer quel rôle allait jouer la musique, qu'est-ce qu'elle allait raconter, et de pas étouffer, justement. Nicolas est sensible à la musique dans les films, et le fait d'en mettre trop, ça écrase tout, c'est assez uniforme, et on se rend plus compte. Donc c'est vrai que c'est plus difficile d'en mettre peu, parce qu'il faut vraiment doser au bon moment, et pas raconter ce qu'on voit déjà, sinon ça devient redondant. Mais l'idée, c'était juste de souligner, non pas l'émotion qu'on pouvait ressentir à un moment, mais de suggérer ce qui était pas non plus entre les lignes. Ce qu'on voyait pas, ce qui était difficile à déceler, c'est-à-dire une faille à un moment, une faille d'Émilie, elle est dans son rôle, elle est dure, elle est comme ça battante, mais il y a la musique qui vient nous dire, il y a un truc qui est en train de se briser à l'intérieur d'elle. Oui, c'est ça. Elle est en train de vaciller et de se retrouver quelque part. Donc c'est un cheminement qui est douloureux pour elle. Qui est douloureux, oui, c'est un vrai chemin qu'elle fait. Et la musique peut nous aider à entrevoir les moments où il y a une espèce de lumière qui perce de l'intérieur de la coquille. Une rupture, justement, avec toute la démarche du personnage, tout le chemin qu'elle fait. D'ailleurs, on pense, au final, vous avez, pour nous, quelque part, c'est un film aussi féministe, parce que c'est elle, et que on en parlait, le couple, l'image du couple traditionnel qu'on peut se faire, il est presque inversé par rapport, et donc elle se bat, même avec la musique, quand la musique intervient, elle se bat avec elle-même. Et du coup, Mais c'est d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, mais il y a deux moments où il y a du piano, d'une musique plus froide, et c'est deux moments où s'exprime un petit peu sa poésie quelque part, et c'est les deux moments où elle s'appuie sur son mari, qui est un peu la poésie de son couple. C'est-à-dire que la première fois, c'est quand elle le retrouve à l'école, quand elle va chercher son fils. La deuxième fois, c'est quand elle est dans le bureau en entretien. Et c'est deux moments où sa famille et donc son mari sont un soutien pour elle. Et il y a cette part de féminité qui vient grâce à son mari paradoxalement. Et j'ai remarqué, parce que là j'ai re-regardé la bande-annonce hier, et au niveau du son, justement, là, dans la bande-annonce, on est sur quelque chose de différent, et je trouve qu'elle tient vraiment en haleine. Il y a une tension qui se dégage de cette musique, en tout cas des fonds musicaux qui ont été pris sur la bande-annonce. Et notamment là c'est plus de l'ordre du son, pas de la composition peut-être, mais la chute, ne serait-ce que le bruit de cette chute et les bruits qui viennent derrière sont incroyables. Je les ai trouvés vraiment, je tenais à le souligner, mais du coup je m'égare un peu. Justement, parlons du mari, parce qu'il a un rôle quand même assez intéressant. On pourrait penser qu'il a un rôle un peu absent, qu'il est doux, qu'il n'est pas vraiment là, pas vraiment présent, mais pourtant il participe, il est vraiment important, et il va aussi
Il va avoir un peu une démarche inversée où au départ on a l'impression qu'il va être tendre, doux par rapport au monde du travail, que lui il va pas s'investir totalement dans le monde du travail. Et après c'est lui qui quelque part lui dit laisse tomber, te retourne pas contre le système. Qu'est-ce que... Oui, parce que d'abord lui il s'est sacrifié pour elle, pour sa femme, puisqu'il a quitté son boulot. Il est anglais, lui, ils viennent d'Angleterre, ils bossaient tous les deux en Angleterre. Et lorsqu'elle embarque dans cette société et qu'elle a cette opportunité, lui quitte son travail pour elle. Donc ça c'est le point de départ un peu de la dissymétrie dans leur couple, et c'est lui qui est l'homme au foyer en l'occurrence. Et ensuite il incarne aussi une autre approche culturelle du rapport au travail qui est une approche plus anglo-saxonne, et donc il est plus pragmatique, c'est-à-dire que quand elle s'embarque elle avec fièvre dans ce combat contre sa société, lui est plus pragmatique. Il y a cette formule shit happens qui dit ça, voilà, on n'a pas besoin de ça arrive et il faut laisser passer. Donc voilà, c'était ces... Et en même temps, effectivement, il amène un visage plus doux, un peu de douceur dans un film où la plupart des rapports sont quand même très très tendus. Donc c'était important qu'il y ait aussi ce regard bienveillant qui accompagne le parcours de sa femme, mais en retrait. Puis c'est intéressant de voir aussi que, entre guillemets, l'image traditionnelle du couple est un peu inversée finalement, parce qu'on se retrouve avec l'homme qui fait des sacrifices pour sa femme, et une femme qui se considère comme une killeuse. Et c'était aussi cette notion-là qui était intéressante. C'est pour ça qu'on se demandait s'il n'y avait pas un peu une notion féministe. Voilà. Surtout d'autant plus que, pour rebondir, l'inspection du travail, c'est aussi une femme. Encore une fois, c'est deux femmes qui sont en combat en fait tout le long du film. Et ça, c'était vraiment, alors, je ne sais pas si c'est féministe, mais effectivement, c'était l'occasion d'interroger la place des femmes dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail d'une manière générale. Et de faire le portrait de deux femmes qui se sont imposées avec force dans des univers masculins, en reprenant certains attributs masculins, de la virilité. Le personnage de l'inspectrice, elle aussi s'est affirmée dans un monde d'hommes, avec une féminité beaucoup plus libérée, spontanée, beaucoup plus ancrée dans le réel. Et ce qui était intéressant, effectivement, c'est une des lignes de force du film, c'était de raconter leur duel aussi. De voir comment elles sont d'abord dans un rapport de force, chacune d'un côté et de l'autre de la barrière, dans un duel frontal, et par un effet de miroir, comment, alors qu'elles ont le même âge et qu'elles pourraient boire un coup ensemble, elles finissent par se reconnaître aussi, et se renvoyer une image l'une l'autre qui les fait aussi évoluer l'une l'autre. Oui, il y a cette scène dans la voiture qui était... qui est super sympa justement, où on voit qu'elles sont à la fois dans une confrontation et à la fois il y a beaucoup de choses qui les rapprochent aussi. Oui, d'ailleurs à la fin c'est une équipe, ça devient presque une équipe, elles sont ensemble. Et donc là je pense qu'on arrive à la fin de l'interview du Tami. Juste pour terminer, chacun de vous, si vous devez nous donner seulement une petite phrase pour décrire le film, pour aller voir le film, pour donner envie. On ne dit pas un mot parce que c'est compliqué, mais une petite phrase, chacun. Alors, moi je pense que c'est un film qui dépasse son sujet et qui interroge chacun, qui nous interroge sur la place qu'on accorde au travail dans nos vies. Complètement. Mais c'est une super phrase. Très bien. Et moi j'aurais juste une dernière question pour vous. C'est votre premier long métrage. Comment on passe du court métrage au long métrage? Quelles sont les choses que vous avez notées qui sont particulièrement, qui vous ont particulièrement... Et puis comment, à un moment donné, on se dit c'est bon, le court, mais bon, allez, je me lance, parce que c'est ça aussi, c'est... C'est un parcours. Moi j'ai fait plusieurs courts-métrages avant d'arriver là, et il faut beaucoup de persévérance, beaucoup. Surtout sur des sujets qui sont pas faciles comme ça. Ça a été beaucoup de travail, il faut y croire, il faut être bien entouré, il faut avoir un très bon producteur comme c'est mon cas, et d'une manière générale être bien entouré par l'ensemble de l'équipe. Il faut y croire, et il faut réussir à embarquer tout ce petit monde dans son aventure. Donc ça prend du temps, mais on a toutes les raisons d'y croire parce qu'on y parvient. Oui, et puis bravo. Bravo pour ce film. Merci beaucoup. Merci les deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fous avec l'inspection du travail? J'essaye de m'en sortir, ok? Tu sais pas ce que j'ai fait. Tu sais pas qui je suis. Ça a été un plaisir de travailler avec toi.